Madame, Monsieur, bonjour. Le 15 mars prochain, nous serons appelés à voter pour l'élection de notre maire. Quels sont les enjeux en Aquitaine? Enjeux juridiques, économiques, démocratiques? Quelles sont les relations aujourd'hui entre le maire et la société? Les réponses ce matin dans Dimanche en politique. 3 experts pour répondre à toutes ces questions ce matin sur le plateau. Jean Petot, politologue à Sciences Po Bordeaux. Olivier Bouba-Olga, économiste, enseignant à l'Université de Poitiers. Et Jefferson Desport, journaliste politique à Sud-Ouest. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Alors, face aux difficultés du quotidien, de nombreux élus, de nombreux maires particulièrement, ont décidé de ne pas se représenter. Jean Petot, on évoque le chiffre de 40% de maires qui ne se représentent pas. Vous confirmez ce chiffre ? Non, parce que ça reste vraiment à compléter, j'allais dire, d'abord, jusqu'aux échéances légales des candidatures. Puis c'est un sujet qui revient assez régulièrement l'année qui précède les élections municipales. Et c'est un peu... il y a un biais à comparer... les élections municipales les unes après les autres, parce qu'en fait vous avez des cycles dans les mandats de maire. Un mandat de maire, en moyenne en France, c'est près de 3 ans. C'est 3 ans, 3 mandats, pardon. 3 mandats, oui. Donc 18 ans, pardon. Et en fait, pour véritablement comparer, il faut reprendre ce qui s'est passé en 2001, qui était l'élection de référence par rapport à 2020. Et en 2001, il se trouve qu'il y a eu un assez large remplacement. Donc il n'est pas du tout impossible que le taux de renouvellement, j'allais dire, soit en quelque sorte naturel, lié à la pyramide des âges et à une forme de pas de lassitude, mais de considérer que 3 mandats, ça suffit. Alors, Jefferson Desport, vous analysez au quotidien la situation politique en Aquitaine. On parle de ces élus qui... contrairement à ce que vient de dire Jean, mais quand même, il y a une lassitude qui apparaît, une fatigue par rapport au travail que cela demande, et puis parce qu'il y a eu l'intercommunalité, un mandat qui change. Est-ce qu'on est en mesure de déterminer le profil du maire qui passe la main aujourd'hui ? Je pense que, Franck, ce qu'il faut regarder derrière cette question-là, en tout cas ce chiffre-là, c'est une chose. Vous parlez de lassitude, mais c'est aussi la question des violences. La lassitude, elle a une source, et on l'a vu ces derniers mois dans l'actualité. Il y a de très, très nombreux maires déclarent dans les enquêtes avoir subi des violences ou verbales ou physiques. Tout ça joue, ça crée un contexte assez difficile. Et en tout cas, on le sait, pour reprendre une expression désormais célèbre, le maire est à portée d'engueulade. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le maire, il est en première ligne avec ses habitants dans un contexte de plus en plus compliqué. Vous avez parlé d'intercommunalité. C'est vrai, on ne saisit plus très bien qui fait quoi dans la commune, mais en tout cas, le maire est le premier échelon pour échanger, pour se plaindre, pour râler et parfois pour aller plus loin. À portée d'engueulade, à portée de justice également. C'est un enchaînement tout trouvé pour regarder ce reportage qui illustre cette problématique. Des élus qui se sentent notamment écrasés par le poids des responsabilités. Regardez ce reportage tourné il y a quelques jours en Dordogne par Émilie Bersard et Elsa Arnoult. Au volant de sa voiture, il a l'œil partout. Ici, c'était un travaux, donc on vérifie qu'il ne dépose pas d'objets qui devraient à la déchetterie. Le soir, je regarde les lampadaires qui ne marcheraient pas. Il est à la recherche du moindre grain de sable qui pourrait enrayer la machine bien huilée de sa petite commune. Aujourd'hui, le maire, c'est un personnage de l'État. Et donc l'État, il faut l'attaquer. Donc le maire, il est attaquable comme les autres. Alain Castan est ce qu'on appelle un maire rural. Peu d'habitants à administrer, mais beaucoup de responsabilités. Le fait que ce n'est pas fermé, qu'un enfant pourrait venir, vous voyez, il a été déposé une vitre, l'enfant s'amuse avec, il la casse, il se blesse, les parents peuvent m'attaquer. Et c'est vrai que la justice, elle va regarder des choses comme ça alors qu'on n'y est absolument pour rien, quoi. Ce n'est en effet pas l'avis de la justice, car les cas de maires traduits devant les tribunaux sont nombreux dans la région. Patrice Favard a lui aussi eu affaire à la justice, c'était en février 2017. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est écrit dans l'histoire d'une collectivité, un élu quel qu'il soit ira sans doute une fois dans son mandat dans un tribunal. Cette année-là, un ouvrier des abattoirs dont la mairie est actionnaire perd l'usage de ses doigts. En tant que représentant d'une personne morale, monsieur le maire est appelé à la barre. Patrice Favard y passera un sale quart d'heure. Je me rappelle que lors de cette affaire à l'audience, on m'a accusé de vouloir privilégier le profit à tout prix au détriment de la sécurité des employés de l'abattoir. Et se voir accusé de ça, ça trouble et ça fait mal. Bon nombre d'élus locaux s'estiment isolés, voire coincés entre la justice et les citoyens. Un phénomène.
qui s'est accentué ces 30 dernières années. Olivier Boubaoulia, non seulement le maire fait quasiment du bénévolat dans les petites communes, on sait que l'indemnité est dérisoire, mais en plus il risque à tout moment de se retrouver devant un tribunal. On en demande trop à ces hommes et à ces femmes? Alors on en demande beaucoup, et puis moi il me semble quand même que dans certains discours, enfin certains maires qui disent on ne veut plus se représenter, enfin l'argument intercommunal me semble assez décisif quand même. C'est-à-dire beaucoup de maires disent avant on avait un peu de pouvoir, alors on nous criait dessus, on voulait qu'on résolve tout un ensemble de problèmes, on avait un petit peu de pouvoir. Aujourd'hui on continue à nous demander beaucoup, mais on n'a plus de pouvoir parce que le pouvoir s'est déplacé au niveau de l'intercommunalité. Donc à mon avis là il y a... C'est-à-dire qu'ils se demandent un petit peu pourquoi ils sont là, les maires, ils se font engueuler mais ils n'ont plus la capacité ensuite notamment par exemple d'investir puisque les budgets sont limités. C'est un petit peu ça le ressenti? Ouais, c'est-à-dire qu'à la fois on nous demande beaucoup et puis on n'a pas les moyens de répondre aux demandes parce que ça se joue à d'autres échelles de décision en fait. D'autant, si je peux compléter, que les intercommunalités, par la loi dite NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République, donc en 2015, les intercommunalités ont changé de dimension. Les seuils ont été remontés, donc les communes se retrouvent dans des ensembles plus vastes. Moi, j'ai rencontré des maires qui me disaient qu'ils avaient vécu comme une tragédie d'avoir dû quitter une commune, une intercommunalité dans laquelle ils se sentaient bien pour être d'autorité transférés dans un ensemble plus vaste où ils avaient le sentiment d'être perdus. Et donc là, d'une certaine façon, on a reculé aussi le seuil d'opérationnalité. Jefferson Lesport, on parle de ce maire sur tous les fronts, ce maire qui avait une certaine aura, c'était un notable. Est-ce qu'aujourd'hui, il a perdu également cette image-là de personnage respecté dans la commune? Alors en tout cas, ce qui est certain, Franck, c'est qu'il est malmené aujourd'hui, le maire, on l'a dit sur ce plateau. Maintenant, est-ce qu'il a perdu de son aura? Quand on regarde la campagne telle qu'elle se déroule en ce moment, on voit encore beaucoup de candidats. Vous avez des villes avec 6, 8 listes qui sont en compétition. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt. Je veux dire, le maire reste le premier échelon dans le système politique français. Il a sa valeur. Certes, il doit maintenant composer avec l'intercommunalité, mais il a toute sa place. Et en tout cas, cette campagne montre encore un regard d'intérêt, enfin en tout cas un intérêt pour cette fonction-là. Alors, on l'a dit, je l'ai dit dans le début de cette émission, ce sont aussi des enjeux économiques. Gérer une commune, c'est important. Et c'est là où se joue également le bilan. On va regarder quel est le quotidien pour les habitants de la commune. Olivier Boubaoulia, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous avez beaucoup travaillé sur ce domaine. Et là, on va juger quoi? L'aspect transport, les logements, la circulation, les contraintes du quotidien. C'est bien là-dessus que l'on attend, c'est sur là-dessus qu'on attend le maire. Oui, alors en matière de développement économique, il y a 2 échelons pertinents, on va dire, il y a l'échelon régional et l'échelon intercommunal, donc considérons que les maires ont bien sûr quelque chose à faire. Alors moi, ce qui me désespère parfois un petit peu quand je regarde les discours autour du développement économique, c'est qu'on est trop sur des discours en termes d'attractivité, de compétitivité des territoires. Il me semble qu'aux échelles communales et intercommunales, les enjeux, justement, ils sont plutôt en matière de vie quotidienne des habitants, de transport, de logement, et qui sont en fait au cœur des problématiques de développement économique. On a tout un ensemble. Le sujet en matière de développement économique numéro 1 aujourd'hui partout en France, c'est la question du recrutement des entreprises qui veulent recruter et qui n'y arrivent pas. Pourquoi elles n'y arrivent pas? Parfois parce que elles pourraient recruter quelqu'un, mais ce quelqu'un habite dans une zone mal desservie par les transports publics, donc il ne peut pas prendre l'emploi. Ou parce que on a un déficit de logement adapté aux personnes, etc. Donc il me semble qu'à ces échelles assez fines, communales et intercommunales, il y a des choses à faire en matière de politique qui ne semblent pas relever du développement économique, mais qui pourtant sont fondamentales pour le développement économique. Encore une fois, notamment tout ce qui relève du logement et des transports, des mobilités domicile-travail. Là, il y a des sujets que les acteurs devraient prendre en charge et peut-être mettre un peu plus de côté les discours sur attirons de l'extérieur, faisons attention à être en compétition avec tel ou tel autre territoire. Jean Petot, quelle est la part de l'impact du bilan lors d'une élection? Est-ce que l'on regarde le programme à venir ou est-ce qu'on juge le bilan de sortie du maire? Les politiques eux-mêmes, ils sont très conscients ou intéressés par cette question que vous posez, Franck. Ce qui se dit, c'est faut mieux avoir un bilan que pas de bilan du tout, ou en tous les cas, donner le sentiment même qu'on a été attaqué, mais avoir fait les choses. De toute façon, pour les municipales, il y a incontestablement une prime au sortant
qui fonctionne. Ça, c'est un élément qui est un invariant d'élection en élection, à condition de ne pas faire ou risquer le mandat de trop. Hein. Mais une équipe sortante bénéficie d'une cote, j'allais dire, qui peut aller d'ailleurs bien au-delà des clivages politiques et partisans traditionnels. Parce que, quelque part, comme disait Franck, l'électeur est conscient du travail qui est fait. C'est le paradoxe. Il va forcément et assez facilement rouspéter après son maire, d'ailleurs dans des listes où on peut rayer les noms dans les villes de moins de 1000 habitants, où il y a le panachage et le scrutin préférentiel. Le maire sortant est souvent pas le mieux élu. C'est lui qui se prend la charge, en quelque sorte. Mais pour autant, malgré cela, il y a un élément positif qui joue pour l'équipe sortante. Et puis il y a le programme. Alors Jefferson, on voit bien, il y a déjà des sondages qui sont sortis sur différentes villes. Bordeaux, par exemple, avec des expressions qui apparaissent, des tendances. Et pour autant, les programmes n'étaient pas toujours connus. Et d'ailleurs, on commence à voir apparaître les programmes, mais ils vont être affinés. Donc quel est l'impact du programme sur la décision du vote ? Je pense que là, il faut laisser la campagne gagner du terrain. Mais ce que dit Jean est intéressant. Je reviens juste un peu là-dessus, sur cette question à la fois du bilan et du programme. Mais on est dans une période de recomposition politique extrêmement forte depuis la présidentielle de 2017, vous le savez. Et dans ce paysage-là, où la droite est par terre, où la gauche est par terre, le maire sortant pourrait apparaître comme la valeur refuge, ou une des valeurs refuge. Ne caricaturons pas, mais en tout cas, voilà, on est dans un paysage politique assez troublé, où on manque peut-être de repères. Du coup, à la fois le bilan, le programme, tout ça va peut-être nourrir les avis, mais dans cette période de recomposition, vous avez quelque chose qui existe, c'est un maire sortant. Ça, à un moment, ça peut compter dans l'élection. Olivier Boubalga, vous avez évoqué les thématiques fortes, notamment le logement, le transport. À Bordeaux, certains élus ont évoqué pendant longtemps la nécessité d'atteindre 1 million d'habitants dans la métropole, et puis il y a eu marche arrière, ce chiffre fait un peu peur. Pourquoi est-ce que c'était important de mettre ce chiffre en avant et d'avoir envie absolument d'attirer du monde? Pourquoi c'est important pour une ville? C'est comme une entreprise, il faut développer un chiffre d'affaires? Là, j'ai plutôt envie de dire que c'était un plutôt mauvais objectif de politique économique, quoi. C'est ce que je disais, c'est parce que les politiques avaient en tête un peu l'idée qu'ils étaient en concurrence. Bordeaux est en concurrence avec Nantes, avec Toulouse, avec Valence, avec Milan, etc. Et donc on va être plus grand, on va être plus grand, on va être plus grand. Mais on voit bien les limites de ce type de stratégie, puisque malgré tout, Bordeaux est une ville attractive qui attire de la population, sauf que ça a fait exploser les prix du foncier, ça provoque des effets de congestion, de ghettoisation, on repousse de plus en plus loin des gens en classe moyenne, notamment qui n'ont plus les moyens de se loger sur Bordeaux. D'où le phénomène des gilets jaunes, par exemple. D'où le phénomène des gilets jaunes particulièrement fort autour de Bordeaux. Donc j'ai envie de dire, oublions ça. Et interrogeons-nous, repartons des besoins des habitants. Et puis, alors, l'enjeu peut être très fort, mais qui, à mon avis, ne sera pas très présent dans les campagnes. Pourtant, c'est l'enjeu fort, c'est essayons de mettre en œuvre des politiques interterritoriales. Bordeaux a des choses à faire avec Libourne, a des choses à faire avec Marmande, ne serait-ce que sur les déplacements domicile-travail, tous les gens qui habitent à Libourne et qui viennent travailler à Bordeaux, ou réciproquement. Et donc, on a des choses à faire, c'est aussi une des grosses difficultés. Non seulement pour les habitants du territoire, mais pour les usagers du territoire. Et par exemple, sur Bordeaux, vous avez beaucoup de gens qui viennent sur Bordeaux travailler, mais qui n'habitent pas à Bordeaux. Or, le maire va être élu par les habitants. Donc, comment on résout cette contradiction? Est-ce que j'ai intérêt à proposer un programme pour les usagers, sachant que tous les usagers ne votent pas pour moi? Ben non, j'ai intérêt à proposer un programme pour les habitants. Et donc là, on a des contradictions. Les enjeux sont forts pour apporter des réponses aux usagers, mais les élections sont telles qu'on est plutôt incité à proposer des politiques pour les habitants. Jean Petot, on vient d'évoquer justement cette métropolisation, cette réussite de Bordeaux dans certains domaines, cette réussite, ce succès qui finit aujourd'hui peut-être par se retourner, qui finit par être vu négativement par certains. Quel est l'impact, quel peut être l'impact de cette situation sur le vote à venir? C'est l'équation qu'a posée Olivier, c'est-à-dire est-ce que les Bordelais résidents, en tous les cas électeurs, citoyens bordelais, dont on a vu, même si c'était sur le mode du gag et de la plaisanterie, le front bordeluche, c'était côté un peu potache là, hein, avec un Parisien retourne chez toi, etc. Bon, le problème qui est posé, c'est la non-concordance des territoires et de l'expression démocratique. Vous avez
des municipales qui sont centrées sur l'échelon communal, puisque c'est là que l'on vote. Alors, on pourra nous dire que les bulletins sont doubles avec 2 listes, et on voit apparaître maintenant, depuis 2014, les délégués aux EPCI, comme on dit, aux établissements publics de coopération intercommunale. Mais c'est un peu du cosmétique, ça. Alors que les enjeux, pour de bon, sont sur les intercommunalités. C'est là qu'il y a encore les moyens, et c'est là qu'il y a surtout de la nécessité d'avoir des politiques coordonnées entre un centre et puis des communes périphériques, et puis même au-delà de la périphérie. Et là, il n'y a pas de décision démocratique. C'est une succession de conseils municipaux qui vont siéger et être regroupés, comme toujours, dans ces intercommunalités. Jefferson, une question, alors pas facile en fait, mais comment reconnaît-on une ville qui va bien aujourd'hui ? Alors, on pourra peut-être le mesurer à la lueur de certains votes, notamment je pense au vote du Rassemblement national. On verra ça donnera aussi une tendance sur la perception, le ressenti. Il y a des problèmes d'insécurité aussi à Bordeaux, ce sera un des enjeux de ce sujet-là. Mais en tout cas, pour élargir, Franck, je pense que la vraie question, c'est maintenant comment on vit dans une ville à Bordeaux, dans une ville comme Bordeaux. Vous avez évoqué le projet de la métropole millionnaire, c'est désormais terminé, plus personne n'en parle, parce que chacun a bien compris que c'était une vraie erreur de communication, et que là, pour le coup, ça fait peur à tout le monde, parce que vous n'avez pas les services publics qui suivent, vous n'avez pas les voiries qui suivent, vous n'avez pas toute l'infrastructure. On pourrait même parler de la problématique de l'eau, de la ressource en eau, tout simplement. Voilà, si vous grossissez trop vite, la décision politique, elle prend du temps. Elle demande à être examinée, elle demande à être votée, elle demande à être réalisée, et tout ça, ça se fait à l'échelle d'un mandat. Donc on est dans une urgence à la fois dans la communication, dans l'exigence, mais le politique, lui, il ne peut pas faire des miracles. On ne construit pas un hôpital, on ne construit pas une école. En Chine, on peut faire un hôpital. On peut faire un hôpital en 10 jours en Chine, mais c'est en Chine. Voilà, ici, les problématiques, comme le disait Olivier, doivent se concentrer à l'échelle d'une ville, et c'est pas facile. Olivier Bougaga, justement, quelle est selon vous la mission prioritaire d'un maire qui est candidat aujourd'hui, qui sera élu le 22 mars prochain ? Quelle est la mission qui doit vraiment attirer toute son attention ? Moi, je plaide plutôt pour que avant d'agir, les élus fassent un peu un travail d'introspection, c'est-à-dire l'introspection de leur territoire, du territoire dont ils ont la charge. C'est partir des besoins des habitants, partir de la demande. S'interroger sur, idéalement, un maire, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il administre un territoire, il doit faire en sorte que l'ensemble des habitants puissent couvrir leurs besoins. Donc il faut bien identifier quels sont les besoins de mes habitants. Est-ce qu'ils parviennent à couvrir leurs besoins ou non ? Et quand ils n'y parviennent pas, est-ce que la puissance publique peut apporter des réponses aux problématiques qu'ils rencontrent. Dans certains cas, le problème saillant sur tel ou tel territoire, ce sera l'accès à l'emploi. Sur d'autres territoires, ce sera l'accès au logement. Sur d'autres, ce sera les déplacements, domicile-travail, etc. Donc moi, je plaide pour des approches assez pragmatiques. Partons des problèmes des habitants, de mes administrés. Identifions ces problèmes et voyons dans quelle mesure on peut résoudre et apporter des réponses pertinentes vu les problèmes qui se posent. On va prendre quelques exemples de certaines villes de la région dans cette deuxième partie d'émission, mais un mot, Jean Petos, sur tout d'abord l'enjeu de la démocratie. Y a-t-il un risque d'abstention majeur lors de ce scrutin, comme pour d'autres d'ailleurs ? Non, les élections municipales, comme les élections présidentielles, à l'opposé, on va dire, des choix électoraux, sont... En tous les cas, c'était le cas en 2014, encore préféré des Français. On était à 37% d'abstention, 37,87%. C'était un record par rapport à 2008. C'était déjà un record, on était sur une tendance plutôt au repli sur la participation. Parce qu'il y a une tendance à l'abstention qui augmente globalement en France. Les travaux, évidemment, là-dessus documentent bien cette question-là, ce qu'on appelle soit les électeurs invisibles. Ça, c'est en plus de l'abstention, parce que ceux-là, même, ils sont sous les écrans radars. Ils ne sont pas inscrits, par exemple, donc on ne peut pas exactement du tout même connaître les raisons de cette absence, plus qu'abstention. Simplement, les élections municipales, relativement, elles attirent encore les électeurs. Sans doute, en particulier pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant, c'est-à-dire la proximité fait que les lecteurs se sentent véritablement concernés. Et les élus ont pris conscience de ça. Il n'y a qu'à voir, par exemple, dans les programmes, la multiplication des propositions pour avoir un zonage plus fin des territoires, les budgets participatifs. Pratiquement maintenant, il n'y a pas un candidat qui peut se présenter
sans dire qu'il va mettre ça en place. Ça marche pas trop. Sachant oui, qu'en plus, c'est quand même. Oui, mais ça fait partie de cette. Oui, ça fait partie cette réponse-là. du bagage de ce qu'il faut mettre sur la table. Sachant qu'en réalité, quand vous avez des budgets participatifs, les élus vous le disent, ça participe pas non plus beaucoup. Jefferson, on a évoqué les enjeux. Évidemment, on va revenir sur quelques points très importants. Parlons de Bordeaux. On ne va pas se limiter à Bordeaux. On voit aussi que cette campagne est colorée, peut-être un peu plus de vert que d'habitude. Ouais, très vert. Beaucoup de vert. Beaucoup de vert. Voilà, très verte même. On voit un candidat sur Bordeaux, Pierre Urmic en l'occurrence, qui est placé très haut dans les derniers sondages. Comment expliquez-vous cette situation et quel est en fait l'avenir de ce parti à Bordeaux dans ce contexte-là? Bon, l'avenir, malheureusement, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc l'avenir, c'est très difficile. Mais simplement, l'écologie, c'est dans l'air du temps. Les européennes sont passées par là. Très bon score des écologistes avec 14% emmené par Yannick Jadot. Voilà, c'est dans l'air du temps. Maintenant, la difficulté pour les écologistes, c'est que cette thématique-là est récupérée de tous les côtés. Et récupérer, c'est pas péjoratif, puisque c'est une urgence qui est partagée par tout le monde, le réchauffement climatique. Donc, quand on se présente en politique, bien entendu, cette dimension-là est désormais intégrée dans les états-majors politiques. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un écolo historique qui lui a des fondamentaux et quelqu'un qui est original et quelqu'un qui va être, on va dire, fraîchement converti. Ça va être ça le débat, c'est-à-dire oui, mais vous êtes un écologiste un peu plus récent que moi je vais pas vous faire des gadgets avec des tomates cerises sur les balcons. Non, je pense que le sujet est très sérieux, surtout dans une ville comme Bordeaux. Voilà, une ville très minérale, on a des problèmes de température. C'est un vrai défi, mais je pense que c'est un défi qui se pose à tous les candidats et encore une fois, je reviens à la question de comment on va vivre dans une ville aussi minérale que ça, avec des températures qui montent. Est-ce que Nicolas Florian risque de payer le travail qui n'a pas forcément été fait par Alain Juppé précédemment ? Ça peut faire. Je pense que c'est pas la seule équation. Moi, je crois beaucoup aussi au candidat en lui-même. Je pense que aller lire un programme au municipal, c'est un exercice. Je suis pas sûr que tous les électeurs prennent le temps de lire ces professions de foi. Ils devraient le faire. On devrait tous le faire pour regarder vraiment qui fait quoi. En réalité, on va aussi s'identifier à quelqu'un. Une campagne, c'est quand même quelqu'un qui vous emmène, qui est censé vous projeter dans un avenir d'un mandat. Donc, je pense que la question du candidat sera vraiment, à mon avis, déterminante. Olivier Boubaga, cette notion d'environnement, d'écologie qui prend une place très forte dans cette campagne, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est devenu essentiel, important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vote pour être heureux au quotidien dans sa ville et ça passe par là, c'est ce que vous ressentez également ? C'est effectivement incontournable. Alors c'est pour partie de la communication politique, vu les scores effectivement qu'ont fait les partis écologistes aux dernières élections, mais c'est aussi un enjeu fondamental, alors qui est très complexe. Parce qu'on sait bien, il faut faire bouger tout le système, quoi. Et donc il faut aussi faire des choix. Moi, sans citer de noms particulièrement, mais enfin j'ai des cas quand même de villes qui se veulent écolo, mais qui continuent à subventionner très fortement du transport aérien low cost, où on se dit, du point de vue environnemental, c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc voilà, il y a aussi ça. Effectivement, il ne faudrait pas se contenter de choses un peu en surface qui semblent écolo, mais il faut prendre des décisions fortes, faire des choix forts qui supposent de trancher un peu et de remettre en question certaines habitudes. On quitte Bordeaux et on va à Pau. Jean, un mot sur Pau. François Bayrou a annoncé sa candidature vendredi dernier à Pau. François Bayrou qui est mis en examen depuis le 6 décembre dernier pour complicité de détournement de fonds publics dans le cadre de l'enquête, notamment sur d'éventuels emplois fictifs au Parlement européen. Est-ce que ce genre de mise en examen peut avoir un impact sur la campagne et sur une éventuelle réélection de François Bayrou à Pau ou pas du tout ? Généralement, ça n'en a pas. C'est assez surprenant, mais c'est comme s'il y avait une différenciation dans l'esprit des électeurs entre le mandat de maire, le métier de maire, l'exercice du pouvoir municipal, comme on dit la fonction mayorale depuis 6 ans en l'espèce pour François Bayrou, et puis le temps judiciaire ou la mise en cause. Alors j'allais dire, ça existe même ça lorsque les affaires en question portent même sur des questions de gestion municipale, ou en tous les cas sont assez proches des responsabilités municipales. Là, pour François Bayrou, c'est pas du tout le cas. C'est une affaire complexe qui est liée au financement, comme on dit,
assistants parlementaires de députés européens. Bon, on est bien loin de Pau. Moi, je suis... C'est plus le président du MoDem, en l'occurrence. Je serais très surpris qu'il ait un impact et que ça joue dans sa réélection, à l'égard de laquelle, je crois d'ailleurs, il n'aura sans doute pas beaucoup de difficultés. Jefferson, pour terminer cette émission, il nous reste peu de temps. Un mot sur le Rassemblement national qui n'a pas de maire aujourd'hui en Aquitaine. Il n'y a pas de maire Rassemblement national en Aquitaine. Est-ce que le Rassemblement national a la capacité à inverser cette situation en mars prochain? Ce sera observé parce que pour l'instant, on a plutôt le sentiment que le Rassemblement national a plutôt envie d'enjamber les municipales. En tout cas, dans la région, par exemple, si on prend les Landes, il ne va pas y avoir beaucoup de candidats, même très peu de candidats. Ouais. Ce sont des exemples comme ça. On voit plutôt que le parti de Marine Le Pen a déjà la tête ailleurs. Ça ne lui réussit pas traditionnellement. En tout cas, si elle doit faire des coups, ce sera plutôt, il faudra regarder plutôt du côté de Perpignan, du côté de Béziers, dans d'autres régions. En Aquitaine, je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment quelque chose. On regardera la ville de Villeneuve-sur-Lot avec Étienne Bousquet-Cassagne, qui est candidat, mais qui a été battu aux législatives. Il va y avoir aussi beaucoup de listes sur cette ville-là, mais ce sera observé parce que vous savez que le Lot-et-Garonne, c'est un vote assez fort pour le Front National. Et un dernier mot, Jean, concernant le feuilleton de Biarritz, avec 2 ministres opposés qui ont été débranchés par le président de la République. Que restera-t-il de cette affaire à Biarritz pendant les prochaines semaines? De quelle manière est-ce que la campagne sera impactée? Je pense, je vais être un peu cruel, mais ça va faire plutôt rire dans les chaumières quand on reprendra ça dans quelques années, parce que c'était un peu Dynastie, Les Feux de l'amour, Dallas, tout réuni en même temps. C'était un excellent feuilleton. Et c'était un très bon feuilleton, mais c'est pour ça que ça risque de faire plutôt un peu... Et en même temps, ce n'est pas forcément fait pour redorer l'image de la politique en France. C'est plutôt la politique qui est un peu la victime au sens noble, je vais dire, de ce genre d'affaires. Il y aura eu juste une conséquence, c'est que Michel Venac, le maire sortant qui est MoDem, n'aura pas eu le soutien de la République En Marche. Mais ça ne devrait pas trop lui poser de problème, sans doute. Il y a beaucoup, c'est très particulier Biarritz, mais à suivre Biarritz, ça va être passionnant. Eh bien, toutes ces villes seront intéressantes à suivre, messieurs Jean, Jefferson et Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.